Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, la 13e édition d'ailleurs de cette nouvelle saison de notre émission hebdomadaire dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour analyser, décrypter cette actualité, je suis toujours en compagnie de Guy Hervier. Alors comme la semaine dernière, Guy Hervier est toujours en Floride. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, la semaine dernière, vous étiez quasiment à portée de drive de la résidence d'hiver de Donald Trump. Finalement, je crois que vous vous êtes encore un petit peu rapproché, mais c'est peut-être pas là l'essentiel. Le plus important, c'est que cette semaine, Donald Trump recevait dans sa résidence d'hiver un invité de marque. Oui, effectivement, on est en Floride, là, on est sur l'île de Palm Beach, donc là où on est là, et juste derrière nous, donc c'est ce qu'on appelle West Palm Beach, donc de l'autre côté du pont. Et en fait, le président chinois Xi Jinping est arrivé ici jeudi dernier, a eu un dîner avec Donald Trump dans sa résidence d'hiver à Mar-a-Lago et donc a passé toute la journée du vendredi en réunion avec Donald Trump. Donc en fait c'est ici à seulement quelques hectomètres d'ici que la rencontre s'est passée. Donc évidemment il y avait beaucoup de sujets en cours. Il y a eu bien sûr l'attaque sur la Syrie, ça c'est clair. Il y a eu qui était tout à fait imprévu puisque donc il y a eu cette terrible attaque au gaz sarin qui avait été lancée par Bachar el-Assad. Il y a évidemment les essais nucléaires nord-coréens qui sont de manière très répétée maintenant des espèces d'offensives larvées de la Corée du Nord. Ça c'était pour l'agenda politique, mais ce n'était pas le seul agenda à l'ordre du jour. Et puis surtout il y a les questions qui avaient été posées par le candidat Trump sur les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc on le sait, c'est une question très très difficile. Le déficit commercial en 2016 entre les États-Unis et la Chine s'est élevé à près de 350 milliards de dollars, donc on voit que c'est un montant considérable. Là vous parlez du montant des déficits commerciaux, mais au niveau des échanges commerciaux entre la Chine et les US, on parle de quel montant ? En gros 115 millions d'exportations des États-Unis vers la Chine, mais plus de 460 milliards. On parle en milliards bien sûr, et 460 milliards d'exportations de la Chine vers les États-Unis, donc résultant à un déficit commercial de 350 milliards, mais ce n'est pas un problème nouveau, puisqu'en fait si on fait le total des 10 dernières années, on arrive à 3 000 milliards de dollars de déficit commercial, donc ça veut dire 300 milliards en moyenne chaque année. Et il faut remonter à 1985 pour arriver à un équilibre commercial entre les deux pays, donc ce n'est pas un problème nouveau. D'ailleurs, vous avez les moyens d'en attester. J'ai apporté ici quelques vieux objets, je dirais de toute première génération des objets électroniques. Donc là, on a deux calculatrices Rockwell. Donc celle-ci date de 1976, fabriquée à Hong Kong. Celle-ci, c'est la même Rockwell qui, elle, a été fabriquée, enfin assemblée au Mexique. Donc on voit, hein, ce sont les toutes premières calculatrices. Là, on a un réveil radio, donc des années 70, fabriqué pour Radio Shack. Donc, on se souvient de Radio Shack qui a été, lui, assemblé au Mexique. Là, on a un Weather Radio, donc c'est en fait une radio spécialisée donc, qui se connecte sur les prévisions météo qui étaient utilisées par les aéroports de l'époque. Et celui-là, c'est tout début des années 80. Donc celui-là a été fabriqué en Chine. Là, on a une télécommande de télévision, donc c'est quelque chose qui n'est pas très sophistiqué, qui a été fabriqué au Mexique, qui date des années 80. Il a une calculatrice un petit peu plus récente, puisqu'en fait elle est avec des cellules photovoltaïques, et celle-ci a été fabriquée à Taïwan. Donc on voit que le problème n'est pas récent. Et donc
sait que Donald Trump avait eu des discussions très très vives, enfin pas des discussions, lors de ses meetings de campagne, avait eu des réflexions extrêmement difficiles, enfin extrêmement vives vis-à-vis de la Chine. Là, la réception qui a été donnée la semaine dernière, donc jeudi et vendredi dernier à Mar-a-Lago, nous amène je dirais, on n'est plus avec un candidat, on est avec un président et qui donc prend conscience des réalités. Et si on prend la question finalement qui est posée, c'est pourquoi les États-Unis et pourquoi les entreprises américaines fabriquent en Chine. Et l'exemple qu'on prend toujours, c'est celui de Apple, dont on sait que quasiment tous ces dont iPod, il n'y en a plus, mais iPad et surtout iPhone sont fabriqués en grande partie en Chine chez Foxconn. Le problème avait déjà été posé précédemment, me semble-t-il. On se souvient que le problème avait déjà été posé en 2012 par Barack Obama, qui avait été allé dans la Silicon Valley avec un déjeuner avec les représentants des entreprises high-tech américaines et qui avait posé la question, qui avait dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer l'iPhone aux États-Unis? Alors, à l'époque, Steve Jobs avait répondu que de toute façon, ça ne ramènerait pas des emplois. Et puis, en fait, la réalité, finalement, il y a le coût de la main-d'œuvre, qui n'est pas le véritable problème. Mais comme on vient de le voir, depuis les années 70, les entreprises américaines se sont délestées petit à petit de leur capacité industrielle et ont sous-traité toutes ces fabrications hors des États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on voulait fabriquer l'iPhone aux États-Unis, il faudrait finalement réimplanter des usines, toute une supply chain qui n'existe plus, qui a disparu, avec évidemment des capacités qui sont aujourd'hui considérables pour fabriquer ce genre de produits. Donc il y a ce problème-là, il y a le problème et déjà Steve Jobs et puis Tim Cook plus récemment à la télévision américaine avaient dit qu'il y avait le problème de capacité industrielle qui avait disparu. Évidemment tout ce qui va avec, c'est-à-dire la flexibilité du travail. Mais ce n'est pas tout. Et puis un autre problème qui est aussi très très complexe, à la fois complexe et simple, qui est que pour des problèmes fiscaux, les entreprises américaines ont intérêt à fabriquer hors des États-Unis, puisqu'on le sait, si elles fabriquent hors des États-Unis, elles vont être taxées à 2%. Lorsqu'elles fabriquent aux États-Unis, elles sont taxées à 35%. Et on le sait d'ailleurs, Apple, mais toutes les grandes, Dell, Cisco, etc., ont des profits considérables hors des États-Unis, qui dès lors qu'elles les rapatrieraient sur le sol américain, seraient soumis à une taxe très très importante. Donc il y a tout un faisceau de problèmes qui sont posés, que Donald Trump a dénoncé de manière un peu rapide et abrupte, et qui, maintenant qu'il est président, il va prendre conscience que le problème est un petit peu plus complexe. Il a lancé un executive order justement sur le déficit commercial, donc c'était il y a quelques jours entre les États-Unis et la Chine en particulier. Mais je dirais que le problème est complexe et on va voir la réponse qui va être apportée pour finalement satisfaire les promesses de campagne qu'il avait données, à savoir redonner du travail aux ouvriers américains. La rencontre chinoise avec le président chinois Xi Jinping a été certainement une des premières étapes les plus importantes de la présidence Trump. Alors deuxième sujet qui finalement nous permet de faire le pont entre les États-Unis et l'Europe et plus particulièrement la France, c'est le rachat par OVH, rachat d'ailleurs surprise, de l'activité cloud de VMware, mais vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui, alors effectivement, donc on le sait, OVH et VMware sont des partenaires depuis plusieurs années, depuis près de 7 ans. Et donc la semaine dernière, c'est un accord historique, en tout cas historique pour OVH, ça c'est sûr. Accord historique entre OVH et puis VMware. Au terme duquel OVH a racheté toute l'activité vCloud Air, donc c'est l'activité cloud que VMware avait lancée en 2008,
et qui, bon, a priori pour VMware n'est pas un succès, entre un éditeur de logiciels qui propose des outils de virtualisation et puis un opérateur de cloud, finalement ce sont deux métiers qui sont un peu différents. C'est un peu ce que nous apprend cet accord entre les deux. Et apparemment pour VMware, finalement la réussite n'avait pas été au rendez-vous. A l'inverse, OVH est historiquement un opérateur, un hébergeur de data center, et donc de proche en proche est devenu un opérateur de cloud. Donc on le sait, OVH avait pris le pari OpenStack depuis longtemps déjà, et donc cet accord avec VMware qui donc récupère à la fois toute l'activité cloud, donc vCloud Air, qui va devenir, qui va s'appeler désormais vCloud Air Powered by OVH, quelque chose un petit peu compliqué. Alors pratiquement, qu'est-ce qui est repris par OVH ? L'activité opérateur de cloud, les data centers, à l'exception des data centers au Japon et en Australie, et puis donc les opérateurs, enfin donc les personnes qui travaillent sur ces data centers. Donc c'est un gros pari sur OVH qui avait déjà pris une initiative il y a quelques temps pour avoir une filiale américaine relativement indépendante, qui a un programme de développement de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans. Donc c'est un gros pari pour OVH qui a déjà été labellisé par le Gartner dans son cadre magique comme opérateur de cloud, et qui là fait un pas supplémentaire pour arriver un peu dans la cour des grands. Est-ce que l'accord sera une réussite? Évidemment, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est une étape importante pour le français OVH qui finalement, en quelques années, a réussi à devenir un des grands opérateurs européens du cloud. Alors, troisième sujet qui a retenu votre attention, Guy, c'est un sujet qui fait le lien entre Microsoft et l'open source, et c'est le constat de l'abandon du repository de Microsoft au bénéfice, voulais-je dire, de GitHub, si j'ai bien compris. Oui, alors on se souvient que, on ne va pas refaire tout l'historique Microsoft et open source, et des déclarations de Steve Ballmer sur Linux, mais en tout cas, en 2006, Microsoft avait un peu changé, avait évalué sur le sujet, et donc avait voulu, je dirais, se rapprocher du mouvement open source, et avait mis en place une bibliothèque de programmes, donc pour héberger les programmes open source, qui s'appelait CodeFlex. CodeFlex s'était développé, puisque au plus fort de son activité hébergeait 28 000 programmes open source, donc c'était quelque chose de significatif. Et je dirais qu'entre-temps, il y a eu GitHub qui est arrivé, et qui lui est donc une plateforme indépendante, et qui a largement pris le dessus, et de telle sorte que finalement Microsoft a dû se rendre à l'évidence qu'il était difficile de concurrencer GitHub, qui était devenu le standard de facto pour la plateforme des logiciels open source, et donc a décidé de débrancher CodeFlex à la fin de l'année. Donc sachant que il y aura la possibilité de lire et de télécharger les programmes existants, et puis il y a un programme de migration des programmes existants open source sur CodeFlex vers GitHub, sachant qu'a priori on parle seulement d'une centaine de programmes, donc c'est quelque chose qui est pas très important, mais en tout cas c'est une étape importante. Bon, est-ce que ça veut dire que Microsoft va finalement prendre ses distances par rapport à l'open source? Non, certainement pas. Ce qui est sûr, c'est que cette initiative pour de devenir une bibliothèque de programmes open source a fait son temps, et donc Microsoft a tiré le constat que finalement c'était pas raisonnable de continuer. Alors la semaine dernière, on parlait de déréglementation d'Internet aux US. Cette semaine, on reparle à nouveau de réglementation,
puisque c'est Twitter qui s'oppose au gouvernement US en refusant de dévoiler les données d'un compte Twitter anonyme, compte qui, si j'ai bien compris, ne plaît pas forcément, notamment à cause de son ton un peu caustique, au gouvernement de Trump. Oui, alors effectivement, donc c'est une affaire qui a été lancée la semaine dernière, mais dont on verra les développements dans les semaines à venir. Effectivement, les autorités fédérales américaines ont demandé à Twitter de révéler les données, puisque c'est les données d'un compte anonyme sur Twitter qui, a priori, ne plaît pas à l'administration Donald Trump. Et donc c'est a priori, d'après ce qu'on a pu lire, c'est un fil Twitter qui est alimenté par des fonctionnaires de l'agence de l'administration de l'immigration américaine. Et donc Twitter a demandé officiellement auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco finalement que la requête qui a été faite par l'administration américaine soit invalidée. Donc là, finalement, c'est encore une lutte qui existe entre d'un côté les opérateurs, hein, donc là il s'agit de Twitter, des réseaux sociaux, et puis du gouvernement fédéral américain. Ça rappelle de précédents épisodes. C'est quelque chose qu'on a vu déjà par le passé, hein. Il y avait eu l'affaire Microsoft qui finalement avait eu gain de cause sur des données qui, elles, étaient en Irlande. Donc Microsoft avait refusé de fournir les données de la personne qui était en question. Il y a eu le problème quand il y a eu l'affaire San Bernardino, donc Apple avait également refusé de donner les données qui étaient sur un iPhone. Donc c'est une lutte en permanence entre les deux. Pour l'instant, les entreprises ont réussi à maintenir, de garantir le caractère privé des données, mais on voit bien qu'il y a toujours cette bataille entre d'un côté l'administration, donc là il se trouve que c'est l'administration américaine, et puis les entreprises qui est en jeu. Donc c'est une bataille qui là en l'occurrence concerne Twitter. On verra son dénouement, mais qui finalement n'est pas terminé. Eh bien, merci Guy. Merci Jean-François. Chers internautes, chers lecteurs d'Informatique News, merci de nous avoir suivis pour cette édition un petit peu spéciale de notre synthèse hebdomadaire de l'actualité de l'informatique et des télécoms. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine dans nos studios de la Défense pour une édition un petit peu plus traditionnelle. Merci et bonne semaine.